Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo budget puisque je vais vous présenter le bilan de mon année 2024. Comment je me suis organisée, quels étaient mes objectifs de l'année et est-ce que j'ai réussi à les tenir? On va voir ensemble quels étaient mes principaux postes de dépenses et surtout combien j'ai réussi à investir chaque mois. Sur cette chaîne, je vous parle de mes chiffres en toute transparence, tout simplement parce que je n'ai aucun problème avec ça et même au contraire, je trouve que c'est important qu'on en parle. Donc si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Pour ceux que ça intéresse, sachez que j'ai aussi mis mon tableur de budget dans la description de ma vidéo sur les 4 choses à faire dès qu'on reçoit son salaire. Donc surtout n'hésitez pas à aller le télécharger si vous souhaitez faire vos comptes pour la nouvelle année 2025. Avant de continuer, je voulais vous parler rapidement d'eBay Club, qui est un service qui vous propose d'avoir du cashback sur vos achats réalisés en ligne ou en magasin. Avec ce service, vous pourrez récupérer de l'argent gratuitement sur vos achats réalisés dans la plupart des enseignes, donc ça va de l'électroménager à la mode en passant par les courses alimentaires. Et ce service est totalement gratuit, donc je vous encourage à l'utiliser. C'est personnellement ce que je fais via l'application quand je dois effectuer un achat. Là par exemple, je me génère un bon d'achat directement sur l'application, je le scanne pour payer en caisse et ça me permet d'économiser un peu d'argent. Il y a plein d'autres manières d'obtenir du cashback avec eBay Club, tout se fait pas forcément en bon d'achat. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description qui vous permettra de vous inscrire gratuitement et de bénéficier directement de 6 € offerts dans votre cagnotte au lieu des 3 € que vous pourriez avoir si vous vous inscrivez sans passer par le lien. Il s'agit bien d'un lien d'affiliation, c'est-à-dire que si vous l'utilisez, je toucherai une petite commission et ça ne change absolument rien pour vous. Donc si vous le souhaitez, c'est aussi une bonne manière de soutenir mon travail. Merci à vous. Pour en revenir à mon budget, si vous avez regardé ma toute première vidéo, vous savez que je vis avec mon conjoint depuis plusieurs années maintenant et donc qu'une grande partie de mes dépenses sont en réalité des dépenses communes. Et pour gérer tout ça, on a mis en place un tableur de budget joint en plus de notre tableur de budget perso. Et donc dans cette vidéo, je vais d'abord vous présenter le tableur joint, ensuite je vous parlerai du bilan de mes dépenses personnelles et on terminera par parler de l'état de mon épargne et de mes investissements. On passe sur l'ordi pour regarder tout ça. Voici donc rapidement mes données brutes mois par mois pour que vous voyez un petit peu la tête que ça peut avoir une fois le document rempli. Donc on est d'accord que ça fait beaucoup de données et c'est pour ça que j'ai créé une colonne moyenne mensuelle ici. Donc c'est tout simplement la moyenne des valeurs de chaque catégorie sur l'année. Donc on va pas commenter ligne par ligne parce qu'effectivement sinon ça va faire un peu beaucoup et ça risque de pas être forcément très intéressant pour vous. C'est pour ça qu'on va surtout regarder la colonne moyenne mensuelle et qu'on va la comparer avec la colonne objectif que j'ai rédigée en début d'année dernière. Là l'idée ça va être donc de voir si oui ou non j'ai tenu mes objectifs de 2024 et comment les réadapter pour 2025. Du coup, pour que ce soit plus simple et plus clair pour vous dans la vidéo, j'ai décidé de créer un tableur simplifié qui synthétise justement toutes mes moyennes mensuelles et tous les objectifs qu'on s'était fixés. Avec mon mari, il faut savoir qu'on a décidé de contribuer au compte joint selon un certain pourcentage de nos revenus, de manière à ce que ce soit le plus équitable possible. L'idée, c'est que chacun contribue finalement à hauteur de ses revenus, ça nous semble plus juste comme ça. C'est pas la seule manière de s'organiser et je sais très bien qu'il y a des couples qui s'organisent différemment, mais le principal, c'est que vous trouviez un mode de fonctionnement qui vous convient. Pour déterminer le fameux pourcentage de cotisation, on a tout simplement rempli la colonne objectif en estimant nos dépenses pour l'année. On a ensuite estimé nos revenus. On s'est dit voilà, pour couvrir toutes ces dépenses du mois et être un petit peu plus large au cas où, il va falloir qu'on verse 41% de nos revenus chaque mois sur le compte joint. Ce qui fait que là, personnellement, j'ai davantage contribué aux charges du couple, mais en même temps, j'ai aussi gagné plus d'argent, donc ça s'équilibre. Au niveau des entrées d'argent, donc comme on vient de le voir, il y a déjà nos salaires, donc j'ai gagné en moyenne légèrement plus que ce que j'avais estimé, tout simplement parce que j'ai reçu des primes que je n'avais pas prévues. Et on a aussi indiqué ici nos autres revenus issus par exemple de Blablacar, de vente Vinted, de vente de meubles, de cours d'anglais, etc. C'est en quelque sorte des activités complémentaires qui nous ont permis chaque mois d'avoir un petit complément de revenus qui en plus dans tous les cas était supérieur à ce qu'on avait estimé. On avait aussi cette année-là des tickets restaurants qui représentaient du coup environ 300 € par mois. Au final, on se rend compte que le flux d'argent entrant sur nos comptes était en moyenne de 6 100 €, soit un tout petit peu plus que ce qu'on avait budgétisé. J'ai conscience que ça représente beaucoup d'argent et qu'on n'est pas tous dans cette situation-là, mais voilà, moi j'ai prévu d'être transparente avec vous sur mes chiffres. L'objectif par rapport à ça, c'est pas que vous vous sentiez mal ou que vous vous compariez à moi, pas du tout. C'est juste de vous montrer le tableur de budget de quelqu'un qui a ce type de revenus, de manière à ce que vous puissiez vous situer et créer ensuite votre propre tableur de budget. Pour vous expliquer quand même un peu, moi j'ai 24 ans et je suis ingénieure paysagiste
et mon mari, lui, a 25 ans et il est ingénieur en informatique. 2024 était officiellement la première année complète durant laquelle on a perçu des revenus, puisqu'avant ça, on était tous les deux étudiants. Et donc, à part des gratifications de stage ou des pensions alimentaires de nos parents, on n'avait pas grand-chose qui rentrait sur notre compte. Pour en revenir au tableur du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, on a versé 41% de nos salaires chacun sur le compte joint et on a aussi inclus à ça les tickets restaurants et les autres revenus spécifiques au couple, c'est-à-dire par exemple les blablacar qu'on faisait ensemble. Mais par contre, concernant les autres revenus complémentaires, on les a gardés chacun pour soi pour gérer nos propres investissements. En ce qui concerne les dépenses maintenant, on a ce qu'on appelle des dépenses fixes qui reviennent tous les mois et des dépenses variables. Dans les dépenses fixes, on avait notamment un loyer de 850 €. Donc pour vous expliquer un petit peu, on a loué une maison qui était assez grande puisqu'elle faisait 140 mètres carrés. C'était une jolie maison qui avait été rénovée il n'y a pas longtemps, mais aussi une maison assez ancienne avec une grande hauteur sous plafond. C'est aussi pour ça qu'on avait estimé des dépenses énergétiques plutôt élevées à 180 € par mois. Au final, on a quand même réussi à s'en sortir pour bien moins que ça, notamment grâce à des chèques énergie que j'avais obtenus lorsque j'étais étudiante et qui nous ont pas mal aidés. Pour revenir rapidement sur le sujet du loyer, 850 €, c'est vrai que ça peut vous paraître pas très cher pour une maison de cette taille-là, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on habitait en campagne, dans un village d'environ 1000 habitants, lui-même situé dans une région qui est très pauvre de base, ce qui explique le loyer par rapport à la surface. L'une des raisons qui fait qu'on a choisi cette maison, c'est parce qu'on avait besoin d'une chambre supplémentaire pour que mon conjoint puisse télétravailler. L'autre chambre, je m'en servais de bureau, mais elle était surtout utile quand on accueillait du monde à la maison pour faire office de chambre d'amis. Et personnellement, finalement, je m'en servais pas tant que ça. Très clairement, on n'avait pas du tout besoin d'autant de mètres carrés à deux. Et d'ailleurs, pour être totalement transparent, on aurait très bien pu se contenter d'un plus petit appartement et réduire ainsi le poste de loyer, mais on l'a choisi plus pour des questions de confort qu'autre chose. Mais vous allez voir qu'en 2025, ça va changer, puisqu'actuellement, on est sur le point d'acheter un appartement qui lui est bien plus petit puisqu'il fait 65 mètres carrés et il n'a que 2 chambres, mais ça nous convient très bien et je vous parlerai de ce projet dans une future vidéo. Globalement, du coup, pour les dépenses fixes, on remarque qu'on était en dessous de nos estimations. Par contre, ça se complique un petit peu plus pour les dépenses variables. Pour la catégorie déplacement, il y a beaucoup de rouge, mais finalement, c'est franchement pas si mal que ça. Petit aparté quand même pour la section réparation, entretien de voitures qu'on avait très mal estimé. En fait, ce qui s'est passé ici, c'est qu'on avait oublié de prendre en compte le contrôle technique qui ont eu lieu pour nos 2 voitures en même temps, sachant aussi que dans l'année, on a crevé un pneu et donc on a dû racheter 2 pneus, ce qui a aussi représenté une charge considérable et donc forcément, quand on lisse ces dépenses-là sur l'année, on explose le budget qu'on s'était fixé. Mais remarque, ça nous a aussi donné une belle leçon pour les années à venir, puisque pour la voiture, il faut toujours prévoir un peu plus en cas d'imprévu et il faut penser aux contrôles techniques quand ils ont lieu. Pour ce qui est de la catégorie des transports en commun, on a dépensé moins que prévu car mon compagnon est finalement allé moins travailler sur place que ce qu'il avait estimé. Comme je vous le disais, il a la possibilité de télétravailler, mais de base, il devait quand même se rendre sur place 2 fois par semaine et finalement c'était en fait bien moins que ça. On passe ensuite à la catégorie alimentation. Donc j'ai inclus ici les dépenses de nos tickets restaurants, sachant qu'on avait tous les deux environ 8 € par jour de tickets restaurants et qu'on les utilisait principalement pour faire nos courses. On avait du coup estimé la catégorie courses à environ 300 € par mois en moyenne et finalement on était plutôt aux alentours des 335. Et pour les restaurants, bars, cafés, etc., pareil, c'était finalement un poil au-dessus. En fait, on a eu un peu de mal à réduire ce poste de dépense-là, étant donné qu'on aime bien manger et qu'on achète régulièrement de la nourriture bio. Mais c'est vrai qu'idéalement, il faudrait quand même qu'on arrive à réduire ce montant-là. Donc pour 2025, on va conserver cet objectif, voire essayer de le réduire un petit peu, même si on n'a pas réussi à l'atteindre en 2024. Ce sera tout simplement un challenge supplémentaire. En 2025, on aura quand même envie d'investir davantage, quitte à du coup dépenser moins dans certaines catégories. On enchaîne du coup avec la dernière catégorie que j'ai appelée autres, parce que ça regroupe tout un tas de dépenses qu'on avait plus ou moins prévues. Je pense ici notamment à la catégorie mariage, puisqu'on ne l'avait pas budgétisé, étant donné que ça s'est fait un peu dans la précipitation, je vous avoue. Mais quand même, on ne regrette absolument pas cette dépense, car on se marie qu'une fois dans notre vie, en tout cas je l'espère. Et voilà, on voulait tous les deux que ça reste un jour mémorable, et en ce qui concerne le mariage, il y a quand même des dépenses qui sont incompressibles, en tout cas à mon sens. Sachant aussi par rapport à ça que nos familles nous ont quand même pas mal aidés financièrement, et que le mariage a coûté en réalité beaucoup plus cher que ça. Si on reprend les catégories, globalement, il y a pas mal de verts quand même. Je suis assez contente de nous, même si on aurait pu mieux estimer la catégorie vacances. Vous voyez qu'on est un tout petit peu au-dessus.
Mais finalement, ça se compense avec la catégorie sortie, où pour le coup, on a été assez raisonnable, donc ça, c'est pas mal. Finalement, je trouve qu'on a quand même bien respecté nos objectifs de 2024. On avait prévu de base 2131 € de dépenses mensuelles. On a donc dépensé environ 200 € de plus, mais en même temps, on a aussi reçu plus d'entrées d'argent, donc finalement la balance mensuelle reste positive. On aurait pu mettre un chouïa moins que ça sur le compte joint, étant donné qu'on a quand même pris une certaine marge. En réalité, il aurait mieux fallu placer ces sous-là plutôt que de les laisser dormir sur notre compte courant, mais effectivement, c'est assez dur à estimer ce genre de choses en début d'année. Pour 2025, du coup, je pense qu'on va réadapter certaines catégories, et notamment la voiture et la nourriture. Pour ceux qui n'auraient pas regardé mes précédentes vidéos, l'un de mes objectifs principal en ce moment, c'est d'atteindre une certaine liberté financière, ou en tout cas de la construire. C'est un objectif évidemment que je partage avec mon conjoint, puisque c'est plutôt un objectif de vie en réalité qu'un objectif individuel. Cet objectif-là, on l'avait pas vraiment formulé comme ça en 2024, et donc c'est pour ça qu'on n'avait pas été très ambitieux par rapport à nos dépenses, mais du coup, ça va changer pour l'année prochaine. Cette année, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, on va vraiment essayer d'investir plus et on va en faire une priorité, quitte à se priver davantage. Alors tout ça, sachez que c'est vraiment notre vision des choses. Je comprends tout à fait que vous ne partagiez pas cette vision-là, il n'y a pas de souci par rapport à ça, chacun son parcours et chacun ses projets. Ça, c'était donc pour les dépenses communes, mais comme je vous disais tout à l'heure, on a aussi des comptes personnels et donc un tableur de budget personnel pour les dépenses hors du couple. Forcément, du coup, ce tableur est beaucoup moins fourni que le précédent. Je vais quand même vous le montrer pour que vous voyez à quoi ça ressemble en termes de valeur brute. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Mais comme pour tout à l'heure, on va surtout s'intéresser à la synthèse de tout ça avec les moyennes et les objectifs. Si on prend ce tableur récapitulatif, ce qu'on peut voir, c'est que globalement, il y a pas mal de rouge. On va essayer du coup de comprendre pourquoi. Déjà, tous les mois, on retrouve la fameuse cotisation au compte joint, donc qui représente quand même une bonne partie de mes revenus. Ensuite, il y a un petit peu d'alimentaire, donc ça, c'est quand je sors toute seule ou que je me fais un repas toute seule, mais j'ai réussi à être globalement en dessous de l'objectif, parce que finalement je suis pas sortie tant que ça sans mon conjoint. Par contre, là on retrouve encore la fameuse catégorie autre de tout à l'heure, et là c'est pas la même chose, puisque j'ai globalement bien dépassé le budget partout, surtout pour les catégories vêtements et achats d'hiver. Alors de base quand même, pour tout ce qui est vêtements, sachez que je suis pas une très grande consommatrice de vêtements. La plupart de mes vêtements, je les achète de seconde main, donc dans des magasins d'occasion ou dans des friperies. Mais ce qui explique que là j'ai un peu dépassé le budget, c'est surtout les chaussures, puisque les chaussures je préfère les acheter neuves, et cette année j'en ai acheté particulièrement beaucoup. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il va falloir que je retravaille pour l'année prochaine et que j'essaye du coup de réduire ce poste de dépense là. Pour la catégorie achat d'hiver, c'était principalement de la déco pour la maison, mais aussi des cadeaux que j'ai pu faire à mes proches pour des anniversaires ou par exemple pour Noël. Chaque année, je sais que j'ai beaucoup de mal à réduire ce poste de dépense-là. J'essaye de me fixer un objectif qui est quand même assez drastique et finalement, je me rends compte que je suis pas capable de le tenir. Donc je vais réessayer l'an prochain en essayant de me fixer des objectifs qui sont peut-être un tout petit peu moins ambitieux, mais plus réalistes. Globalement, pour mes dépenses totales, on est d'accord que j'ai dépassé l'objectif puisque je suis à 1570 € de dépenses mensuelles moyennes, alors que j'avais budgétisé 1331. Un truc aussi que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que mes parents m'aident encore pas mal financièrement. Souvent, quand je sors avec eux quelque part, c'est eux qui vont payer l'activité ou le restaurant qu'on va faire. Ma mère me paye aussi par exemple encore mon forfait téléphonique. C'est des petites dépenses, mais mis bout à bout, ça me permet d'investir un peu plus chaque mois. Et je les remercie pour ça. Tout ça, c'est vraiment une aide qui m'est très précieuse. Je sais qu'ils le font parce qu'ils en ont les moyens et parce que ça leur fait plaisir, mais évidemment que je compte moi aussi leur payer des choses à mon tour une fois que j'aurai atteint un petit confort de vie. C'est aussi ça l'objectif d'atteindre la liberté financière, c'est de pouvoir faire plaisir à nos proches et remercier tous ceux qui nous ont aidés. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, je sais que j'ai un certain confort de vie et j'ai conscience de la chance que j'ai. Peu importe dans quelle situation vous êtes, vous, je vous souhaite en tout cas de réussir à tenir vos objectifs. En ce qui concerne l'épargne et les investissements maintenant, j'avais prévu d'investir 1270 € par mois répartis de la manière suivante entre 2 assurances vie, un compte titre, un PER et un PEA. Si vous ne savez pas à quoi correspondent ces différents placements, sachez que j'ai fait 2 vidéos à ce sujet-là, donc je vous invite à aller les regarder. Je compte aussi faire des vidéos spécifiques à chacun des placements, mais je ne sais pas encore exactement sous quelle forme j'ai envie d'aborder ces sujets-là, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. On peut voir que j'ai même fait mieux que l'objectif puisque j'ai investi 1639 € par mois en moyenne cette année et j'en suis plutôt fière, ce qui fait un total de 19 669 € investis rien qu'en 2024, ce qui est, je trouve, énorme. J'ai investi aussi un peu dans la crypto-monnaie, mais plus par amusement qu'autre chose. Vous voyez que j'ai pas mis une très grosse somme, c'est plus une forme de diversification à laquelle je réfléchis doucement, mais c'est pas vraiment une priorité.
Vous voyez aussi que j'ai rien mis sur le livret A, tout simplement parce que mon épargne de précaution, je l'avais déjà constituée quand j'étais étudiante. Et ça m'a permis d'investir un peu plus sereinement en 2024. Pour ceux que ça intéresse, voici aussi un état de mon patrimoine financier à l'heure où je tourne cette vidéo, intérêt compris, c'est-à-dire que du coup ce patrimoine fluctue aussi dans le temps, on est bien d'accord là-dessus. On voit du coup que j'ai réussi à me constituer environ 71 000 € de patrimoine financier au total, sachant qu'il y a 2 ans j'étais à 30 000 €, donc je suis plutôt contente de cette évolution. Vous voyez aussi que j'ai une épargne de précaution qui est plutôt conséquente. Si on prend mes 3 livrets, on est à un peu plus de 20 000 € d'épargne de précaution, ce qui clairement n'est pas nécessaire dans mon cas. Donc je suis en train progressivement de transférer une partie de cet argent vers mes investissements. Sachez aussi qu'en 2024, j'ai acheté un appartement avec mon conjoint qu'on a décidé de mettre en location. Je n'ai pas parlé ici dans le tableur de mes revenus locatifs, tout simplement parce que j'en ai parlé dans une vidéo dédiée que je vous invite du coup à aller regarder si ça vous intéresse. Faut savoir qu'on gère les flux de trésorerie associés à cet appartement sur un tableur Excel différent parce qu'on contribue à 50% chacun aux charges de l'appartement. Pour vous dire 2 mots là-dessus, sachez quand même que cet appartement ne nous coûte absolument rien puisqu'avec le loyer, on couvre les charges et le crédit. On l'a acheté à 50% chacun et on a tous les deux dû mettre 5 900 € d'apport de notre poche. Et en ce qui concerne la ligne appartement numéro 2, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça correspond en fait à l'appartement qu'on est en train d'acheter pour y vivre. Pareil, on l'achète en 50-50 et pour celui-là, il faut qu'on prévoie chacun 10 200 € d'apport. Vous voyez du coup que ces 2 lignes, je les ai mises en rouge parce que cet argent ne correspond pas vraiment à mon patrimoine financier maintenant puisqu'il est intégré à mon patrimoine immobilier. Donc en réalité, du coup, j'ai moins de 71 000 € de patrimoine financier. Sachez que l'argent que j'ai utilisé en apport pour les 2 appartements faisait initialement partie aussi de mon épargne de précaution. Donc autant vous dire que j'avais une sacrée grosse épargne de précaution et qu'il est temps que ça change. Là, au moins, cet argent est investi dans l'immobilier et ça me convient bien mieux comme ça. Je ferai d'ailleurs aussi probablement une vidéo par rapport à l'appartement qu'on est en train d'acheter, donc pour vous présenter les chiffres et aussi les travaux qu'on envisage de faire. Pour terminer, voici ce que ça donne en termes de répartition. Donc je suis quand même assez contente car on voit que mes placements sont plutôt diversifiés. On voit aussi qu'une grande partie de mon argent est investie au sein de mon PEA. Ça, c'était un grand objectif pour moi cette année 2024 et je l'ai atteint. Donc je suis plutôt satisfaite à ce niveau-là. Pour 2025, j'aimerais encore poursuivre cet objectif d'investissement sur mon PEA, tout simplement parce que je considère que c'est l'enveloppe pour investir en bourse qui est la plus appropriée à ma situation. J'ai donc envie d'en faire une priorité encore pour cette année. Avant de conclure cette vidéo, je voulais aussi vous dire que jusqu'à présent, j'ai réussi à tenir le rythme d'une vidéo par semaine, mais ça risque de changer étant donné que je commence un nouveau job la semaine prochaine à temps plein et donc je vais devoir diminuer la fréquence de publication de mes vidéos. Je pense que je vais commencer à publier une vidéo toutes les 2 semaines, donc les dimanches à 10h30. Je vous invite vous aussi à faire le bilan de votre année ou à commencer un tableur de budget si jamais vous n'avez pas commencé. En attendant, si vous avez des remarques ou des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, à liker et à vous abonner. Merci à vous pour votre soutien et votre compréhension et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.